Parle. Est-ce que vous nous entendez là, cette fois-ci? Je pense que c'est bon là. Est-ce que le micro est revenu? Heureusement que la régie est là. Oui, c'est bon, on entend. Son mais du bruit. Ah merde, alors c'est pas le bon micro. Attends, une seconde, parle plus. C'est pas le bon micro. Qu'est-ce qui se passe, putain de sa mère? Non, c'est pas celui-là. Bon, là tu peux parler, mais c'est pas le bon micro. Je vais essayer de voir si c'est pas la table son. Alors, normalement vous m'entendez, mais bon, c'est pas le bon micro, donc Jérôme est encore en train de fixer. Je regarde un petit peu ce que me dit la Timothée. Enfin, non, mais pour l'instant, j'ai rien. Là, ça peut être qu'un problème de branchement. Mais... A priori, c'est un problème de branchement, donc on va commencer quand même l'émission comme ça. Désolée du coup pour la qualité du son. On espère quand même que vous allez pouvoir suivre. Mais du coup, je suis quand même ravie de vous retrouver ce matin. Donc moi c'est Marion, on va discuter de l'actualité tech ce matin. Le seul problème c'est le ventilo. Ah oui, il y a le bruit du ventilo. Ah non mais là j'ai pas rien. Ok. Écoutez, voilà, donc en effet, qualité de son pas optimale ce matin, mais on va quand même discuter tech parce qu'on a des sujets ultra intéressants ce matin à discuter. Donc je vous propose de commencer tout de suite le Sommarion et on va discuter notamment un animateur radio qui attaque en justice OpenAI pour diffamation. Et non, c'est pas une blague. OpenAI a menti à son sujet, a fait des hallucinations, a inventé des informations, et donc du coup l'animateur radio porte plainte. On discutera également de ce qui s'est passé au Sénat hier, puisqu'ils ont voté et adopté ce lundi 12 juin, donc hier, en première lecture, une proposition de loi pour créer un cadre juridique à l'utilisation des technologies biométriques, et donc qui ouvre la voie à titre expérimental pour l'instant à la reconnaissance faciale dans des cas particulièrement graves. Voilà, donc vote assez divisé, mais justement on en parlera tout à l'heure. Et puis on va parler quand même de l'actualité du moment, c'est Reddit qui va en privé, où tous les sub-channels vont en privé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vague de protestation sur Reddit? Qu'est-ce qui s'est passé auprès de la communauté? Pourquoi un tel vent de mécontentement qui sévit sur la plateforme avec les subreddits et les modérateurs? Eh ben, on en parlera, on essaiera de faire un petit peu la lumière sur ce qui a pu se passer. Il y a eu plusieurs événements, notamment les annonces sur le modèle payant de l'accès à l'API de Reddit, également un Ask Me Anything qui a tourné au vinaigre vendredi avec le CEO de Reddit, et donc c'est un petit peu compliqué comme situation pour le service. Et puis on parlera de l'événement français de la semaine, c'est Vivatech
le salon de la tech française, ou de la tech en France, on va plutôt dire ça comme ça, qui se déroule, et puis avec un invité quand même de marque, puisque Elon Musk sera de passage vendredi au salon. On en parlera, et notamment du climat actuel économique pour les startups, qui est quand même pas au beau fixe, il faut se le dire. Et puis on parlera également de Netflix qui du coup regarde, enfin en tout cas on commence à avoir quelques signaux suite à l'arrêt du partage de comptes, et notamment aux États-Unis. On n'a pas encore de données pour la France, mais on a quelques données aux États-Unis, et d'après un cabinet d'analystes Antenna, ça serait, en tout cas, ça n'a pas si déplu aux utilisateurs, ou en tout cas, si ça leur a déplu cet arrêt de partage de comptes, ça ne les a pas empêchés de s'abonner à des comptes supplémentaires, puisque a priori le nombre de nouveaux comptes augmente. Voilà, c'est peut-être temporaire, c'est peut-être un pic inhabituel, mais il y a des signes intéressants, en tout cas pour Netflix aux États-Unis. Et puis on parlera également de Twitter qui là aussi a des gros changements, puisqu'ils ont accueilli leur nouveau CEO, puisque c'est l'arrivée de Linta Yaccarino qui a fait du coup son arrivée lundi hier dans les bureaux de la société, et elle a même envoyé un premier mémo aux équipes pour communiquer justement et annoncer une nouvelle ère de Twitter 2.0. On discutera un petit peu de ce qu'elle dit, notamment dans ce mémo, et comment ça va se passer, la relation entre Linda Yaccarino et Elon Musk, comment ils vont se départager un petit peu les tâches. Mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Et puis on terminera avec une petite anecdote rigolote de McDonald's et Burger King qui se font la guéguerre, ce qu'on appelle la Burger Wars, la guerre des burgers, avec ces coups de com publicitaires qui pointent du doigt l'autre en se moquant. Donc c'est assez rigolo. Et là, cette fois-ci, pourquoi on en parle? Tout simplement parce que McDonald's a utilisé ChatGPT justement pour sa dernière campagne de publicité, et Burger King a répliqué avec ChatGPT. Donc on verra le résultat ensemble, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous fait sourire ou pas. Voilà le programme ce matin, j'espère qu'il vous plaît. J'en profite quand même pour saluer quelques personnes que je croise dans la chatroom en lisant les commentaires. Salut Noirvent, salut Kylian, salut EA Chronicles, salut Atoyan, salut L'Orange, salut On Off Web, salut Technisavoir, salut Samuel, salut Olivier, salut Sultan 97400, salut Julien, Julie ou 1M, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Salut Electrem45, salut Lebeu Boris, salut Saturne 2021, salut Ugravis, salut Kifouette, c'est mignon, salut Nico FR87, salut FRJess, salut Medralink, et un grand merci d'ailleurs pour ton soutien Medralink, et un grand merci également à Kimfé Sellor pour ton soutien. Merci à tous les deux de soutenir la production des émissions et du contenu sur la chaîne. Vous nous permettez de rémunérer justement les équipes, et donc un grand merci à vous. Et salut à Swan68net, Vida, Aldéide, Eliav, Scarlett 95000, KZV2, Oliweb, Yushinaka, Max John, Macdo, Deusimus, Fancy Ride, Torn, Form C, Renardo Glacial, c'est trop mignon, Strophantus, Ivy Barrel, Wanted Vision, Polaire, et je crois que j'ai fait pas mal de monde. Néo 9256, je crois que je t'avais pas vu, Grolb, évidemment, Melmox aussi, Laurie 013, Mishraz, Caradoc, Jarl Lef, Zino, Mikraz, Andy76, un grand bonjour à tous. J'ai pas vu tout le monde, salut Laetitia également, mais j'ai au moins salué pas mal de monde. J'aime bien faire ce petit tour pour voir un peu qui je connais un peu dans la chatroom, en tout cas qui je reconnais comme pseudo. Je vous propose de commencer sans plus tarder, du coup, avec le Kawa. Hop, on revient.
Mais on va tenter de réparer le micro. Et on tente Bonjour quelque à chose. tous. Allez. Débugage en direct. C'est ça, vas-y, parle. Est-ce que je suis de retour? Est-ce que c'est le bon micro cette fois-ci? Est-ce que ça marche? Ça a l'air bon. Bon. Ah, C'est simplement un fil débranché. un fil débranché. Bref. Et voilà, c'est ça, avoir un service parfait comme ça en direct où on a le fixe quelques minutes après le début de l'émission. Un grand merci en tout cas aux équipes qui ont mené l'enquête pour voir d'où ça pouvait venir, et Jérôme qui est en direct pour nous aider. Voilà, parce que autant vous dire que j'aurais pas été capable de trouver par moi-même parce que je n'ai aucune connaissance des branchages et il y a une forêt de branchages, donc autant vous dire que c'était mal barré si j'avais été toute seule ici. Mais c'est l'avantage d'avoir une équipe. Mais trêve de bavardage. Excusez-moi, je suis encore un peu prise. Je suis sur la fin là de mon rhume, mais je suis encore un peu prise. On va commencer du coup par parler du premier article. Et le premier article, c'est ce qui s'est passé, quelque chose d'assez assez étonnant. Étonnant ou pas, vous allez me dire, hein, finalement, c'est un animateur radio qui a porté plainte justement contre OpenAI pour diffamation, après que ChatGPT a inventé de fausses allégations à son encontre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très exactement? Eh bien, en fait, pour vous donner un petit peu le contexte, ce qui s'est passé, c'est Fred Reel, rédacteur en chef d'un média spécialisé dans les armes à feu, qui a mis en lumière en fait les tromperies de l'intelligence artificielle. Il tentait en fait de résumer une affaire judiciaire autour du procureur du général de Washington, Bob Ferguson. Et donc, en fait, ce qu'il a fait pour l'aider à résumer justement l'affaire, c'est qu'il avait soumis à ChatGPT le lien vers un PDF de la plainte. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. L'IA aurait du coup alors synthétisé l'affaire en incluant des éléments faux au sujet de l'animateur radio, lui-même pro-armes et habitué aux déclarations clivantes. C'est un petit monde qu'on apprécie beaucoup. Et donc voilà, donc ça c'est un usage assez classique de ChatGPT, de lui donner un lien ou un long texte, etc. et de lui demander tout simplement en quelques points de résumer ce qui s'est passé, l'affaire, le sujet ou le contenu du texte qu'on lui a donné. Mais en effet, le problème avec ChatGPT, c'est la confiance, ou en tout cas la fiabilité des informations qui sont communiquées. Et en effet, les modèles de langage naturel comme ChatGPT sont sujets aux hallucinations. C'est quoi des hallucinations? Et tout simplement, c'est la création de fausses informations et de les faire passer dans un texte comme si c'était vrai. Et en effet, ce qui est un peu frustrant, c'est que là, il avait une source, un matériel. On ne lui demandait pas de broder ici. Et malgré ça, il a quand même inventé des faits. Donc ça, c'est un petit peu frustrant avec ChatGPT. Ils sont en train de travailler dessus. Il y a des espèces de techniques pour limiter ce genre de choses, mais quand même, ça continue à arriver. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, selon le résumé qui a été produit par ChatGPT, Mark Walters serait accusé, donc cet animateur radio, serait accusé d'avoir détourné plus de 5 millions de dollars d'une organisation à but non lucratif. Une accusation qui est vraisemblablement inventée, selon l'animateur et ses proches. Et le journaliste a ensuite appelé Mark Walters pour l'informer des mensonges de l'intelligence artificielle. C'est suite à ça qu'il a déposé du coup une plainte le 5 juin dernier, qui pourrait constituer la première affaire de diffamation contre une intelligence artificielle, en l'occurrence contre son développeur ici, OpenAI. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça permettrait peut-être de préciser justement le droit américain en la matière et clarifier la responsabilité des éditeurs d'intelligence artificielle. Donc, du coup, à voir, est-ce que ça va ouvrir la porte justement à des discussions et une réflexion constructive sur justement la législation autour de ces intelligences artificielles.
à voir. En tout cas, est-ce qu'un plaignant peut poursuivre en justice la société à l'origine de l'outil d'un chatbot? On ne sait pas. En tout cas, la Cour supérieure du comté de Gwinnett en Géorgie va devoir trancher avec du coup l'affaire de Mark Walters qui poursuit OpenAI. Et donc du coup, en effet, la plainte précisément mentionne que, en tout cas, accuse OpenAI ici. L'entreprise, désolée, je vois les commentaires en direct dans l'oreillette, et donc du coup ça m'a perturbée. La plainte qui a été déposée contre OpenAI stipule en tout cas, ou en tout cas elle accuse l'entreprise d'allégations fausses et malveillantes tendant à nuire à la réputation de Walters et l'exposant à la haine publique, au mépris et au ridicule. Alors là, ce qui potentiellement peut être compliqué à prouver dans cette situation, c'est qu'en fait, l'aspect malveillant. Quand on dit malveillant, c'est qu'il y a une intention malveillante, c'est que c'était prémédité et qu'on cherchait à faire du mal à la personne. Or, je doute, on n'a pas prouvé jusqu'ici que ce type d'outil ChatGPT avait une intelligence un tant soit peu ou des intentions. Et donc du coup là ici prouver qu'il y avait une intention malveillante à l'encontre de Walters risque d'être un petit peu compliqué à prouver. L'autre point sur lequel ça pourrait mettre en danger cette plainte, c'est que ça a créé des dommages auprès de Walters, parce qu'en effet, Mark Walters demande réparation à OpenAI sous forme de dommages et intérêts, mais demander réparation sur quoi? Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas eu de dégâts, ça n'a pas été publié, l'image de Mark Walters n'a pas été salie, entre guillemets, on a prévenu la chose. Et donc, du coup, là, il essaye de condamner quelque chose qui ne s'est pas encore passé, finalement, qui aurait pu se passer si personne n'avait vérifié les faits, mais qui ne s'est pas passé. Donc là aussi, un petit peu difficile à défendre. Pour l'heure, en tout cas, il n'y a aucun précédent aux États-Unis qui va pouvoir aider, en tout cas, les juges dans cette décision. Et c'est vrai qu'en plus, dans sa version web, on en avait déjà discuté, et ChatGPT avait fait des améliorations là-dessus. Maintenant, il y a carrément un avertissement avant d'utiliser ChatGPT qui dit que l'intelligence artificielle peut produire des informations inexactes sur des personnes, des lieux et des faits. Et donc, il se dédouane, entre guillemets, de la responsabilité de la fiabilité des informations qui sont communiquées par ChatGPT. Est-ce que ça va suffire à disculper totalement OpenAI ici ? On n'en sait rien. En tout cas, The Verge avait rappelé justement qu'il y a toujours cette section 230 du Communication Act, le texte réglementaire en vigueur aujourd'hui, qui protège les éditeurs de services en ligne des informations produites par autrui sur leur plateforme. Donc là, à voir, parce que le prompt va générer cette production d'informations. Est-ce que là, c'est ChatGPT qui le produit ou est-ce que c'est l'utilisateur qui le produit? Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette section 230? À clarifier potentiellement, à voir si donc, ce fameux texte 230 peut s'appliquer aux intelligences artificielles génératives et à leurs hallucinations. Ce n'est pas encore super clair. Dans une autre note publiée sur Reason.com, le constitutionnaliste américain Eugene Volokh affirme que de telles poursuites en diffamation sont en principe juridiquement recevables. Donc voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. À voir si ça va fonctionner. Théoriquement, c'est recevable. Il y a quand même quelques petites choses qui vont être un peu compliquées. L'intention de malveillance et de prouver qu'il y a eu des dommages ici. Mais potentiellement, ça peut ouvrir la discussion sur une régulation ou un cadre légal, en tout cas, pour ces intelligences artificielles génératives. C'est ça qui est assez intéressant. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom, si vous avez un avis sur le sujet. C'est selon moi un procès pour faire un procès, du moins une méconnaissance du modèle de langage. Oui et non, je pense que... Là, je connais pas les intentions du monsieur, etc. Bon, je pense que ça lui fait un peu de pub aussi,
mine de rien. Plus on parle de lui, enfin, il y a pas de mauvaise pub finalement. Et donc là, on parle de lui. Et puis c'est aussi la rhétorique de ce type de penchant politique où ils essayent de s'ériger en victimes de la technologie, où on va essayer de les museler ou de les montrer sous un mauvais jour, à raison ou à tort, hein, c'est pas le sujet de l'article aujourd'hui. Mais du coup, en tout cas, ça fait de la pub, ça c'est clair. Maintenant, ça reste quand même un cas intéressant, puisque là, ça s'est produit avec ce type de personnalité, mais ça n'empêche pas ça s'est produit avec d'autres personnalités, d'autres bords politiques. Donc du coup, c'est ça qui est assez intéressant quand même, c'est qu'il y a un vrai problème d'hallucination, d'invention de faits ou d'informations qui pourraient porter préjudice si réutilisés, exploités dans un autre cadre que juste ChatGPT. Et là, on voit que c'était carrément un média qui aurait pu l'utiliser après s'il n'avait pas vérifié. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant de réfléchir finalement aux impacts de l'utilisation de ce type d'IA générative qui peut tomber dans ces problèmes d'hallucination. Ils vont utiliser ChatGPT pour faire la défense. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour faire un draft, potentiellement. Un brouillon. Et Oleg nous rappelle, être recevable, une plainte recevable ne dit pas que quelle est la décision de justice. Ça dit juste qu'on peut lancer un procès et que la plainte est valide pour être étudiée. Et rien que ça, je pense que ça a de la valeur à ce qu'elle soit recevable, parce que le problème existe, même s'il n'a pas encore créé de dégâts, puisque c'est ce qu'on disait, hein. Ça n'a pas été publié, ça n'a pas été utilisé à mauvais escient ou utilisé tout court. Le rédacteur en chef avait prévenu l'animateur radio pour lui montrer les problématiques avec ChatGPT. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'avais lu un autre article qui débriefait de ce qui s'était passé, et il disait oui, après ils ont peut-être un peu menti parce que moi aussi j'ai demandé qui était l'animateur radio et il m'a pas ressorti ces faits-là. Mais en fait, ça c'est vrai. Quand vous posez plusieurs fois la même question ou des questions alternatives sur le même sujet à ChatGPT, il va vous répondre des choses différentes. Donc, c'est pas que l'intelligence artificielle ment, c'est qu'en fait, elle va vous produire une réponse qui est la plus probable par rapport à d'autres questions similaires ou ce qu'elle a trouvé sur Internet. Elle va pas chercher la vérité, entre guillemets. Donc, c'est là une des difficultés avec l'intelligence artificielle. Et qui montre aussi une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Voilà, donc à voir. Mais en tout cas, la notion de risque que ça peut représenter et ouvrir le débat à ce sujet, je trouve ça intéressant. Après, on ne sait pas encore quelle décision va être prise. C'est une chose de vouloir demander à ces outils de mettre des limitations. La prochaine question, si la décision c'est ça, c'est est-ce que c'est possible, techniquement parlant, de faire ça, de limiter et d'éviter ce type d'hallucination? Parce que je me dis que si OpenAI avait déjà trouvé la solution, il l'aurait mise en place. Donc à voir. Après, ça évolue très vite. Ça se perfectionne, donc peut-être que finalement, dans quelques semaines ou quelques mois, on aura résolu le problème. Enfin, pas moi, mais eux. mais pour l'instant, on n'y est pas, quoi. En tout cas, la discussion sera intéressante. Je pense qu'il y a un vrai intérêt, une vraie valeur en tout cas, à voir ce débat et d'en parler avant qu'il y ait un préjudice, quoi. Donc voilà pour la petite anecdote sur l'animateur radio qui attaque en diffamation OpenAI sur des fausses informations le concernant. Et là, cette fois-ci, on reste dans le cadre légal, mais on bouge en France. Et qu'est-ce qui se passe en France? Et ce qui s'est passé hier, plus précisément lundi 12 juin, c'est justement le vote et l'adoption d'une proposition de loi pour créer un cadre juridique sur l'utilisation des technologies biométriques et qui ouvre, du coup, comme je disais tout à l'heure, la voie à l'utilisation et l'expérimentation de la reconnaissance faciale. Alors, le texte de loi prévoit dans des cas particulièrement graves et le vote a quand même été pas mal partagé puisqu'on a eu 226 voix pour, contre 117 contre. Majoritairement la gauche qui a voté contre le texte de loi.
Et du coup, voilà, on a eu plusieurs citations, notamment la ministre chargée des collectivités, Dominique Faure, qui nous dit la sensibilité de ce sujet nous impose prudence et mesure. Le tempo ne nous paraît pas le plus opportun, a-t-elle ajouté, rappelant que du coup, il y a quand même un règlement européen qui est en cours d'élaboration. Donc, c'est vrai que là, c'est pas la première fois que la France a un temps d'avance potentiellement sur le règlement européen. Après, ça veut pas dire que plus tard, elle ne s'alignera pas sur le règlement européen, mais là, c'est vrai que ils essayent d'avancer un petit peu en parallèle, ce qui, on pourrait se dire, est un peu faire le travail deux fois finalement. Et après, finalement, c'est aussi aider à avancer plus rapidement si besoin, quoi. En tout cas, c'est assez partagé. Aujourd'hui, en tout cas, les techniques de reconnaissance faciale ou de biométrie ont été écartées par le gouvernement de l'arsenal technologique qui avait été mobilisé pour sécuriser les Jeux olympiques qui se dérouleront en 2024. Mais lors du débat du projet de loi olympique qui s'est déroulé en janvier, le sénateur LR Marc-Philippe Debresse avait indiqué qu'il déposerait justement une proposition de loi pour fixer un cadre à une utilisation future. Donc en fait, certes, ils n'ont pas prévu de l'utiliser pour les JO, mais ils n'ont pas abandonné en tout cas le projet de l'utiliser dans le futur. Et donc ce texte est co-signé par le centriste Arnaud de Belenet qui vise, et donc ce texte vise, selon ses auteurs justement, à poser dans la loi des lignes rouges claires afin d'écarter le risque d'une société de surveillance. Bref, ça donne toute une liste d'exceptions quand même. Et donc, on a ici le rapporteur qui précise que le texte interdit toute catégorisation et notation des personnes sur la base de leurs données biométriques, pas de contrôle social à la chinoise, entre guillemets. Et il pose aussi le principe d'une interdiction générale de toute reconnaissance à distance des personnes sur la base de ces données. Ils ont limité l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre judiciaire aux enquêtes sur les crimes les plus graves et dans le cadre du renseignement et de la sécurité à la lutte contre le terrorisme. Ils prévoient une expérimentation de 3 ans soumise à des régimes robustes d'autorisation préalable et de contrôle permanent, c'est-à-dire que ce ne sera pas aussi facile soi-disant, d'obtenir l'autorisation pour utiliser ce type de technologie. Il faudra passer potentiellement par un juge, etc. La phrase un petit peu dangereuse, notamment de Stéphane Lerudulier de LR, qui montre à quel point ce texte est dangereux. On ne peut lutter contre les délinquants et contre les terroristes du XXIe siècle avec des outils désuets et obsolètes. Donc d'un côté, ils nous disent justement ce texte est pour limiter l'usage, et de l'autre côté, ils nous disent non mais du coup, ça va nous permettre de chasser les délinquants, quoi. T'es là. Bref, et donc du coup, on a d'autres qui s'affolent un petit peu, à raison ou à tort. On a notamment la présidente du groupe CRCE à majorité communiste, Eliane Assassi, qui nous dit « Ce que hier relevé de la dystopie se concrétise pas à pas sous nos yeux sans aucun débat public ». Et c'est principalement ça qui a été reproché au projet de loi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de débat public sur le sujet et qu'on a un texte qui nous dit dans un premier temps on ne fera pas ci, on ne fera pas ça, etc. Et on pose des limites partout. Et après, le texte suivant, l'article suivant, c'est tous les cas d'exception. Et il y en a beaucoup quand même. Donc du coup, c'est voilà. À voir. En tout cas, c'est important que vous soyez au courant sur ce qui se passe au Sénat. Vu que Face ID refuse de reconnaître Marion, c'est déjà qu'elle passera au travers des mailles du filet. Oui, ça n'a pas changé. J'ai toujours une sale gueule au lever. Je n'arrive jamais à déverrouiller mon iPhone quand je me réveille. C'est autant vous dire que, voilà, évidemment, je ne ressemble pas à ça au réveil. Mais voilà, c'est jamais très très flatteur. Mais j'ai des problèmes avec Face ID, mais j'ai des problèmes également avec Siri. D'ailleurs, Jérôme, ça le fait rire à chaque fois, mais quand je parle, il me reconnaît pas bien, quoi. Donc voilà, je passerai à travers les mailles du filet de la reconnaissance vocale ou faciale. Tant mieux pour moi, ou pas. On verra.
Jérôme me dit tant qu'il me reconnaît, ça va. Oui, en effet, c'est pas trop mal. C'est le plus important. Voilà en tout cas pour ce qui se passe d'un point de vue un petit peu loi, etc. actuellement. Maintenant, je vous propose de parler du sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est qu'est-ce qui se passe chez Reddit? Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme? Et notamment, il y a un article qui est excellent de Platformer que je vous encourage vraiment à lire, qui a été rédigé par Casey Newton, qui résume très très bien à la fois l'ADN de Reddit et d'où ils viennent et comment ils en sont venus à cette protestation de grande envergure sur la plateforme Reddit, avec notamment tous ces subreddits qui se sont allés en mode privé, qui se sont déconnectés, entre guillemets, d'Internet, pour protester contre les décisions prises par Reddit. Et vraiment, cet article est vraiment excellent. Alors, il est en anglais, mais écrit de manière relativement simple, donc facile à lire. Je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation. Ce qu'on sait, c'est que il y a une protestation qui a pris place sur le site internet hier, lundi, après des années à travailler pour distribuer un petit peu le pouvoir à ses utilisateurs, à sa base utilisateur. Et ben finalement, la société Reddit est un peu en train de le regretter d'avoir fait ça, parce que du coup, ils se le prennent un petit peu en retour de bâton. Avec notamment sa communauté qui se déconnecte, qui met les groupes en privé, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Reddit a jamais vraiment répondu enfin, comment je peux vous résumer ça? Reddit a quand même une histoire un petit peu chaotique. Avec notamment des longues périodes d'inattention où en fait le grand public n'entendait pas parler de Reddit. Alors certes, vous aviez des niches ou des geeks nerds ou voilà qui avaient leur groupe favori, leur subreddit favori sur Reddit et qui a formé vraiment ces petites communautés de niches très soudées. Là, mais c'était vraiment quelque chose qui était invisible du grand public, hein, faut se le dire. On a beau adorer le service, la grande majorité du grand public n'était pas au courant de ce service. Et donc voilà, longue période d'inattention. Ensuite, des problématiques de harcèlement ou de discours de haine qui prenaient place également sur la plateforme, des difficultés de modération et également une croissance très lente qui pour le coup lui a servi parce que cette croissance très lente finalement a laissé Reddit finalement en dehors comment on va dire ça, en dehors de l'œil de la justice ou des régulateurs qui du coup ne se sont pas trop intéressés à Reddit parce qu'ils se sont dit bon bah ça croît lentement, c'est pas très grand public, donc du coup pour l'instant c'est pas vraiment notre intérêt principal de regarder ce qu'ils font pour l'instant. Et voilà, comme je disais, même si Reddit aujourd'hui est utilisé par des millions d'utilisateurs et est très aimé par ses propres communautés, ça reste quelque chose d'assez niche. Excusez-moi, décidément, j'ai du mal à parler ce matin. Ça reste quand même un service de niche. Et c'est vrai qu'ils ont beau avoir cette mission de devenir la page d'accueil d'Internet. Bah, en fait, il ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment que ça soit ressenti comme tel par le grand public. Et ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. S'il y a vraiment une page Internet, et c'est ce que nous dit Platformer, et je pense qu'ils ont raison, ça serait plutôt TikTok aujourd'hui. Tout le monde parle de TikTok, tout le monde est sur TikTok. Tout le monde. La majorité, les jeunes, etc. Et en tout cas, on entend beaucoup parler. Je sais que vous, dans la chatroom, vous n'êtes pas le public le plus fan de TikTok, mais la réalité aujourd'hui, c'est TikTok est vraiment très, très dominant ici sur Internet. Et donc voilà, donc le principe de Reddit, c'est vraiment de parier sur ces communautés niches, sur des sujets qui vont du coup pouvoir participer à des discussions très contextuelles qui sont modérées par des volontaires. C'est le grand principe ici de la plateforme Reddit, c'est de créer des groupes, des sous-communautés qu'on appelle des subreddits, des sous-communautés qui vont discuter sur des sujets en particulier. Moi, par exemple, je suis le subreddit Arctic Monkeys parce que je suis fan des Arctic Monkeys.
Voilà. Et donc, il y a tout et n'importe quoi qui existe parce qu'en fait, on peut créer, enfin, chaque utilisateur peut créer des subreddits, créer ses propres règles et modérer justement avec des volontaires, une équipe de volontaires. Et donc, chaque communauté, sous-communauté, va s'organiser elle-même et gérer ses propres règles. Et donc, du coup, c'est vrai que la force de Reddit, c'est qu'avec le temps, elle est devenue, enfin, cette plateforme est devenue de plus en plus intéressante, avec de plus en plus de contenu, avec une base d'utilisateurs qui grossit, qui est très fidèle finalement, puisqu'on va trouver sa propre communauté ici. Et c'est très centré sur l'humain, puisque c'est vraiment les utilisateurs qui vont créer leur communauté, qui vont définir les règles et qui vont animer et modérer cette communauté. Et donc, c'est vrai que tout ça, cette force très user-generated content, c'est très géré par les utilisateurs, eh ben, ça va donner un sens de pouvoir aux utilisateurs et ça va leur donner un sens d'attachement aussi. Et donc, du coup, ça a développé vraiment un sentiment de possession où les utilisateurs possèdent Reddit, où ils ont fondé leur communauté. C'est eux qui créent le contenu, c'est eux qui créent l'intérêt de Reddit. Et ils ont pas tort, hein. C'est vraiment la force de Reddit ici. Et donc, ça explique cet ADN-là, l'effondrement temporaire hier, hein, l'effondrement qui s'est déroulé sur Reddit hier, où justement des centaines, des milliers de communautés se sont mis en privé, donc du coup se sont activement déconnectés d'Internet et se sont rendus indisponibles pour protester justement sur les changements initiés par Reddit, sur le fait que avec les changements d'accès à l'API Reddit avec un modèle payant où les applications tierces qui utilisent cette API pour fonctionner ne vont pas pouvoir payer l'argent pour pouvoir continuer à utiliser l'API. Et donc, du coup, on a pris la décision d'arrêter tout simplement de fonctionner. Donc, ça va tuer tout un écosystème et un business d'applications tierces ici qui donner la valeur à Reddit aussi. On va en parler justement. Donc, c'est ça qui a généré justement cette vague de protestations qui, voilà. Et donc, ça a tellement fonctionné, cette vague de protestation, que le site Reddit a carrément craché temporairement hier. C'est pour vous dire, quoi. Et donc, voilà. Donc, le principe, le changement crucial ici, c'est qu'on passe d'un modèle où l'accès à l'API de Reddit, alors l'API, ça donne accès aux développeurs à certaines fonctionnalités et services de la plateforme pour pouvoir développer dessus des services tiers. Ça peut être des applications tiers, des services tiers, etc. Par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'en 2014, Reddit n'avait pas d'application mobile ou d'application vraiment native iOS. Et donc, du coup, il y avait des applications tierces pour ça. Et notamment, d'ailleurs, Reddit n'a pas développé from scratch sa propre application mobile aujourd'hui, hein. Ils ont d'abord racheté une application tierce qui s'appelait Alien Blue à l'époque, qui était donc une application tierce qui utilisait l'API de Reddit pour pouvoir donner un accès sur une application mobile, un lecteur. Et donc, depuis, il y a tout un groupe de développeurs, un écosystème d'applications tierces qui s'est formé en utilisant cette API. Voilà. Et c'est vrai que cette API a été cruciale au succès de Reddit, parce qu'en fait, les évolutions et les améliorations sur le site Reddit sont très très lentes, parce qu'en fait, c'est quelque chose de gratuit. Il n'y avait pas de vrai business model ici, hein. C'est un choix, en même temps. C'est un choix qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, du coup, ils ont vraiment tout misé sur cette API. Et ce qui a été une stratégie gagnante ici, puisque du coup, ça a vraiment développé cet écosystème-là. Mais du coup, aujourd'hui, de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant, sans avoir des limites de nombre d'utilisateurs, etc., enfin, sans adapter le modèle économique en fonction de la portée de l'app ou de l'usage de l'app, eh ben, ça met en risque tout cet écosystème d'applications tierces qui utilisent l'API. Et notamment, l'une qui est vraiment mise en lumière, c'est Apollo, le client Reddit le plus populaire sur iOS aujourd'hui, qui a 50 000 abonnés payants, puisque du coup, ces applications tierces ont des business models et sont potentiellement payantes, hein. Peut-être pas toutes, mais il y en a pas mal. Et donc, Apollo a été développé par Christian Selig.
Il y a également d'autres, évidemment, applications qui utilisent l'API comme Sync ou Reddit is Fun, qui sont, du coup sur, plutôt, Android, elles. Qu'est-ce que je peux vous dire, de plus? Pourquoi, ce changement vers une API, payante? Eh ben, très simplement, Reddit est en train de préparer son IPO, son Initial Public Offering, son entrée en bourse. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'ils essayent d'inventer un business model du jour au lendemain. Et le problème, c'est que c'est un peu rapide et c'est un peu maladroit la manière dont ils l'ont fait. Et en fait, d'où ça vient? En tout cas, la manière dont ils ont présenté ce changement, c'est qu'ils ont dit c'est pas juste que des modèles des large language models. Donc, on revient sur OpenAI, Google, etc., qui utilisent ces nouvelles technologies. C'est pas juste que eux se nourrissent de Reddit, de cette base de contenu, pour entraîner leur modèle et faire leur business dessus. Voilà, juste ou pas juste, mais voilà. Donc, ils ont défini en tout cas et justifié leur changement vers un modèle payant uniquement sous cet angle-là. Un angle dont la majorité des utilisateurs Reddit en a rien à foutre. Enfin, il faut être très, très clair ici. L'utilisateur lambda de Reddit n'est pas responsable des actions de OpenAI et de Google ici. Et donc là, ils ont pris une décision et ils ont justifié cette décision sur quelque chose qui est complètement déconnecté des enjeux des utilisateurs Reddit. Donc c'est un petit peu dommage ici. Et surtout, ils n'ont pas clarifié à l'époque, quand ils ont annoncé ça, comment ça allait impacter très clairement les autres types d'applications tierces. Parce que bon, les large language models, c'est une chose, c'est un type de client qui va utiliser l'API de Reddit, mais tous ne sont pas ça. On l'a vu avec notamment Apollo, entre autres. On a également des applications tierces qui ont pour but de donner des outils aux modérateurs supplémentaires. Comme je vous disais, il y a très peu de développement sur le service Reddit en lui-même, parce que c'est quelque chose de gratuit, donc ça avance très peu, ça avance lentement. Et donc du coup, la communauté des développeurs autour de Reddit a développé des outils tiers utilisant l'API pour enrichir et permettre aux modérateurs de plus facilement modérer leur communauté et de créer de la valeur sur Reddit. Parce qu'en fait, de permettre aux modérateurs de mieux modérer, ça permet des discussions plus saines, des communautés plus saines, avec un environnement meilleur et qui donne potentiellement plus envie d'y rester, etc. Donc ça crée de la valeur, en fait, cet écosystème d'applications tierces qui utilisent l'API. Non seulement donc ça donne des outils aux modérateurs ici, mais également ça donne des fonctionnalités d'accessibilité aussi. Donc il y a notamment des lecteurs pour les malvoyants, etc. Et donc là, voilà, c'est pointé du doigt sur c'est quoi les impacts sur ce type d'application tierce. Et ça, c'était pas clair lors de l'annonce. Donc ça a généré une vague de protestations. Et après coup, malheureusement pour eux, après coup, ils ont clarifié, notamment pour les applications à but d'accessibilité ou à but d'outils pour les modérateurs. Ils ont clarifié que là, ils ne feront pas partie du schéma de monétisation. Ils pourraient continuer à utiliser l'API de Reddit. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu tard et surtout, ça montre combien Reddit n'a pas réfléchi aux impacts que cette décision aurait sur ses propres utilisateurs et sur sa propre communauté. Et qui sont un petit peu déconnectés finalement des besoins et de l'ADN de la communauté. Ça, c'est un vrai risque, surtout pour un produit qui tire sa principale valeur de sa communauté. Donc voilà, très très maladroit ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà, donc, les raisons de passer sur cette monétisation, c'est évidemment la préparation de l'IPO et donc d'avoir un business model qui tient la route. Et l'autre raison, mais qui est évidemment liée à ça, c'est que Reddit aujourd'hui est gratuit, ouvert à tous, et ils se disent « Ah non, mais nous, on est gratuit, et en fait, on a ces applications tierces qui se font de l'argent sur notre dos. » Hein, comme ça. Puisque, comme on disait, Apollo a 50 000 abonnés payants. Et oui, très logiquement, le temps passé à développer des outils pour Reddit, ils veulent aussi pouvoir maintenir sur le long terme. Et en fait, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, en fait. C'est du temps humain, et c'est assez logique aussi que ce temps humain soit rémunéré.
sinon la personne, elle va pas pouvoir, elle va bosser sur autre chose, quoi. C'est le problème avec le modèle économique de Internet est gratuit ici. Et donc du coup, voilà, Reddit s'est dit, oui, non, c'est pas normal, on perd, nous, de l'argent à supporter le fait que Apollo fonctionne. Voilà. Et donc c'est une perte d'argent pour Reddit. J'entends. Franchement, j'entends. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à avoir fait ce move, hein. Twitter, également, avant eux, juste avant eux, très récemment, ont également rendu l'accès à l'API payant. Et on limitait un nombre d'utilisateurs, etc. Ça a généré également une vague de protestations parce que ça a été fait de manière très maladroite également. C'est étonnant d'ailleurs que Reddit n'ait pas appris de ce qui s'était passé d'ailleurs sur Twitter. C'est vraiment, vraiment très, très étonnant. Mais voilà. Et donc, du coup, il y a cette notion que les applications tierces soit ont de la pub, soit ont des systèmes d'abonnement. Bref, ils ont une logique de monétisation de leur application tierce. Et donc, du coup, Reddit, eux, ne touchent rien sur ce modèle de monétisation. Et ils se disent, pourtant, ils se basent et ils construisent et ils développent leur business sur la base de Reddit. Ce qui est vrai en soi, hein. Voilà. Et donc, du coup, suite à tout ce drama qui a pu se passer et qui a suivi l'annonce des changements concernant l'API, il y a justement le CEO de Reddit, hein, Huffman, qui a fait un Ask Me Anything assez maladroit. Steve Huffman. Et ça s'est déroulé vendredi. Et donc, alors, d'un côté, il a été très cash, puisqu'en fait, il y a un utilisateur qui lui avait demandé de répondre aux inquiétudes concernant le fait que Reddit devenait de plus en plus concentré sur le profit et moins concentré sur l'engagement de la communauté. Et la réponse très claire de Steve Huffman ici, c'est on continuera d'être concentré sur le profit jusqu'à ce que les profits arrivent. Et ça, on pourrait se dire, ils ont perdu leur âme, etc. Mais en fait, à un moment donné, un business, pour qu'il soit viable, il faut qu'il amortisse ses coûts et qu'il soit rentable. Il y a des personnes qui bossent sur la plateforme. Et aujourd'hui, le problème, c'est que Reddit ne l'est pas. Ils perdent de l'argent. Et ça, c'est pas viable. Alors après, il y a aussi cet enjeu de IPO. Faire une IPO quand on n'a pas un business model clair et pas un business viable, on se demande pourquoi on veut faire une IPO, quoi. Bref, voilà. Et donc, c'est assez logique qu'il ait répondu ça. La manière dont il a répondu, c'était quand même assez cash. Je vais pas dire agressive, mais un peu cash. L'autre problème qui a généré plus de drama durant ce Ask Me Anything, c'est que y a un utilisateur qui a demandé, qui a posé des questions sur le comportement de Steve Huffman et de Reddit, notamment sur la relation à Selig, le développeur de Apollo. Donc de ce client. Et en fait, il y a eu pas mal de drama ici où Huffman a accusé Selig de faire des menaces d'extorsion, alors qu'en fait, c'était soi-disant une blague que Selig avait fait durant l'appel. Ensuite, Huffman a dit qu'il mentait, etc. Sauf qu'en fait, l'appel a été enregistré. Donc, du coup, Huffman est passé pour quelqu'un qui accusait à tort un développeur d'applications tierces qui a passé du temps, etc., sur une plateforme et se fait un peu jeter comme un malpropre par la plateforme en tant que telle. Voilà, il y a également le fait que soi-disant, Reddit dit non, mais on est à l'écoute de la communauté des développeurs et des applications tierces. Si vous avez besoin d'un délai pour passer sur le modèle de monétisation, les discussions sont ouvertes. Et puis la communauté de développeurs qui dit de l'autre côté, oui, ça fait quelques jours qu'on essaie de vous joindre, il n'y a personne qui nous répond. Donc du coup, il y a vraiment un espèce de dialogue de sourds et un peu d'hypocrisie, on dirait, qui se passe entre Reddit et sa communauté ici, et qui met à mal du coup la confiance, et qui a carrément brisé la confiance de Reddit et sa communauté, ce qui est un petit peu dommage parce que la communauté de Reddit, c'est ce qui fait la valeur du service. Donc c'est un vrai danger ici pour Reddit, et c'est vraiment pas malin et mal comprendre le cœur de Reddit ici. Même si la stratégie est justifiée, c'est la réalisation
qui est très très maladroite. Et en effet, le délai de transfert sur cette stratégie d'API payante, en plus, est super rapide puisqu'elle se déroule 30 jours, en 30 jours. C'est-à-dire, les développeurs ont 30 jours pour se retourner. Et ça aussi, c'est très, très compliqué. Et voilà, ça va prendre effet fin juin. Donc bon, ils ont beau dire, on est en discussion et on va faire ça en bonne intelligence. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça en bonne intelligence, quoi. Et donc du coup, le constat, c'est aujourd'hui, on a 7000 subreddits qui sont aujourd'hui bloqués. Il prévoit a priori de se rendre disponible de nouveau sous 48 heures. D'autres prévoient de rester bloqués et privés de manière indéfinie, voilà, jusqu'à ce que, soi-disant, Huffman cède. En tout cas, ici, la position de Reddit, c'est qu'il est hors de question de céder. Il ne prévoit pas d'autres changements de l'API de Reddit. Ils ont quand même clarifié, en effet, comme je disais tout à l'heure, les exceptions faites pour les applications tierces, pour les fonctionnalités d'accessibilité et d'outils de modération pour la communauté. Donc ça, c'est déjà positif. Mais en tout cas, ce qui montre bien, c'est que cette protestation montre combien il est très dangereux de ne compter uniquement que sur sa communauté pour la création de contenu, la modération et le développement du produit à travers des applications tierces. Et quand on donne autant de pouvoir à sa communauté, on l'habitue tout simplement, on lui apprend que, soi-disant, tout compte sur elle. Et du coup, le moment où on essaie de lui retirer ce pouvoir-là, ça se passe très, très, très mal. Donc, après avoir donné autant de pouvoir à ses utilisateurs, aujourd'hui, Reddit se retrouve dans une situation très compliquée où ils ont beaucoup de mal à récupérer finalement ce pouvoir. Voilà. Et c'est vrai que ça apparaît un petit peu comme un manque d'appréciation de Reddit, un manque de compréhension du cœur de Reddit, puisque il faut quand même se le dire, pendant des années, Reddit a compté sur du travail non rémunéré de ces personnes volontaires. Ici, il faut quand même le rappeler, c'est des centaines et des milliers de personnes qui sont volontaires qui ne touchent pas d'argent et qui prennent sur leur temps pour modérer, animer ces communautés et donner la valeur à Reddit, et qui aujourd'hui, on leur ferme la porte, on ne les écoute pas. Et il n'y a même pas eu de dialogue en place. Et je pense que c'est vraiment ça le problème ici, le cœur du problème qui a déclenché la protestation. Et que de ne même pas anticiper l'impact de cette décision sur la communauté des modérateurs, c'est ultra, ultra étonnant, quoi. Je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les événements, en tout cas, qui se sont passés, vont encourager les gens à chercher des alternatives. Donc, c'est un vrai danger ici pour Reddit. Sauf que pour le coup, non seulement ils vont perdre leurs utilisateurs, mais aussi les investisseurs qui ne trouveront plus d'intérêt aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça met en danger également leur stratégie d'entrer en bourse avec l'IPO, quoi. Tout à fait. On connaît l'ancienneté du CEO chez Reddit. Bonne question. Alors, attends. Est-ce que j'ai l'information quelque part ? Je vais essayer de vous trouver ça. Je suis d'accord avec toi sur cette question parce qu'on se demande un petit peu d'où ça vient. C'est le cofondateur de Reddit. Donc il était là au lancement, a priori. C'est pas un nouveau CEO, quoi, de ce que je comprends. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que me dit Wikipédia. Il est cofondateur et CEO de Reddit et également cofondateur de Hipmunk.
Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part et qui, a priori, ne comprend pas la plateforme, quoi. Et ça rend la chose d'autant plus étonnante. Est-ce que Reddit aurait pu s'en sortir en mettant des copyrights sur les subreddits? C'est-à-dire, Faival 8000. Ah, tu parles pour contrer OpenAI et le fait de scraper le site Reddit. En fait, on pourrait toujours dire des SI. Il y a également des copyrights sur Getty et on a vu que ça n'avait pas empêché les modèles de génération d'images d'aller puiser dans cette banque d'images, puisque vous avez les images avec le copyright, ou en tout cas le watermark, qui est affiché. Donc ça les a pas empêchés. Est-ce qu'ils avaient le droit de le faire? En fait, le cadre légal n'était pas encore défini. Donc c'est très difficile de dire est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ou pas. Et puis Reddit, le grand principe de Reddit, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc comme nous le rappelle Lorange, ils ne possèdent pas le contenu. Le contenu n'est pas à eux. Non plus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué comme situation, quoi. Et je pense que la justification, entre guillemets, on passe sur un modèle payant parce que c'est pas du jeu qu'on soit pas rémunéré quand des modèles des large language models s'entraînent sur notre base de contenu. J'ai envie de dire, tu rémunères pas non plus les utilisateurs sur l'argent que tu comptes obtenir. Et puis aussi, ça semble un peu une fausse justification sur juste, ils ont besoin d'un business model viable. Enfin, je veux dire, ça reste une société, c'est pas une association, donc, enfin, une association caritative, ça reste une société à but lucratif, et donc du coup, ils ont besoin de retomber au moins sur leurs pattes et de générer du profit. Sauf qu'ils n'avaient pas de business model. Et la transition est très brute, quoi. Donc voilà, en tout cas, sur le condensé de ce qui a pu un peu tout se passer autour de l'affaire, en tout cas de Reddit. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. En tout cas, je vous encourage à lire vraiment l'article de Platformer parce qu'il résume extrêmement bien l'ADN de Reddit, d'où ils viennent et pourquoi ça a créé, cette annonce a créé autant de protestations. Je pense pas que ça aurait créé autant de protestations sur un service qui ne compte pas sur de user-generated content et dont l'ADN n'est pas la communauté des utilisateurs. Donc voilà. Et cet aspect de volontariat aussi sur l'animation même du service, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant ici sur ce qui s'est passé. Voilà pour Reddit. Je vous propose de bouger sur un événement tech qui se déroule en France et qui est Vivatech, salon de la technologie et de l'innovation à Paris, qui se déroule du coup pour sa 7e édition et qui se tient jusqu'à samedi à Paris. Ils attendent plus de 2200 exposants, 10 000 représentants de start-up quand même, et près de 100 000 visiteurs et des intervenants prestigieux. Intervenants prestigieux, notamment Elon Musk, patron de Twitter, Tesla, SpaceX, entre autres, parce que c'est pas tout. Et donc, il est annoncé pour venir sur le salon vendredi. Voilà. On aura Emmanuel Macron également qui fait l'ouverture avec des annonces attendues sur l'intelligence artificielle et sa régulation. Et puis aussi, on aura plein de dirigeants français et internationaux, dont ceux d'Amazon, Orange, PayPal, Alibaba, LVMH ou encore Tony Estanguet, le sportif français et patron du comité d'organisation des JO 2024. Rien que ça. Donc c'est pas mal quand même. Et donc, ce salon a pour but d'être une vitrine de l'innovation. Les visiteurs pourront découvrir avec un masque de ski avec réalité augmentée. Bon, après l'annonce d'Apple, on a plutôt envie de voir le Vision Pro peut-être. Un exosquelette pour les soignants, une start-up qui réveille les conducteurs assoupis, mais également dialoguer avec un Van Gogh animé par l'intelligence artificielle ou croiser des robots à roulettes, des drones et des véhicules propres. Voilà, entre autres.
Alors, chaque année, il y a des thèmes pour le salon de l'innovation. Et cette année, les thèmes sont, alors il y en a plusieurs. Il y a notamment la Femtech, donc les startups dédiées au bien-être des femmes, les Sporttech pour le monde du sport et les Foodtech pour l'alimentaire. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette année 2023, c'est un peu le réveil gueule de bois du monde de la start-up. Pourquoi ? Tout simplement, l'an passé, en 2022, il y a eu une levée record de 13,5 milliards d'euros pour les startups françaises. Ça a engendré notamment 8 nouvelles licornes, ces entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars et donc qui sont encore une fois, la valorisation ici n'est pas en rapport avec leur rentabilité ou leur chiffre d'affaires. Souvent, les startups en sont au début de leur business, sont pas forcément encore rentables, mais sont en phase de recherche de marché, de croissance très forte et de développement. Et donc, du coup, là, on fait de la spéculation sur la valeur future qu'aura cette boîte. Et donc, c'est cette fameuse valorisation. Et 2022, en fait, a été un peu l'année du retournement. Certes, il y a eu des grosses opérations, des grosses levées de fonds. On a eu notamment 486 millions d'euros levés pour la néobanque Conto, 450 millions pour Back Market et 500 millions pour Doctolib. Mais en tout cas, le premier trimestre 2023 affiche déjà une dégringolade ici de 69% d'après le cabinet Newfound. Alors après, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que la première phase de 2022, il est devenu très très clair pour le monde du business que la situation économique allait vers quelque chose de très négatif. Et donc, certaines startups ont anticipé ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu une concentration de levée de fonds en début 2022, premier trimestre 2022, quoi. Parce qu'ils se sont préparés à cet hiver ici des levées de fonds, hiver économique ici, notamment pour les startups. Parce que plus la situation économique est tendue, et ça c'est lié à la géopolitique actuelle, plus la prise de risque financière est frileuse. Et donc, du coup, prise de risque financière, c'est-à-dire levée de fonds sur des startups qui ne sont pas encore viables. Et donc, du coup, c'est pas très étonnant que la différence entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 soit aussi importante. Mais en tout cas, c'est quand même à noter, quoi. Voilà. Donc voilà, salon de l'innovation qui se déroule du coup cette semaine, des grands noms qui arrivent. Donc voilà, il y a quand même toujours une espèce d'engouement et d'énergie en tout cas qui se passe en Europe et notamment en France. Donc on peut quand même se féliciter de ça. Qu'on aime ou pas Elon Musk, il attire des business, il attire des noms. Et donc, c'est quelque chose de positif qu'il soit sur le salon quand même vendredi. Et pas que, d'autres grands noms seront là. Maintenant, en effet, clairement, la situation économique est un peu frileuse aujourd'hui. Est-ce que finalement, avec l'inflation qui est peut-être... qui va plutôt vers une tendance positive. Je dis ça avec vraiment des pincettes parce que ça reste encore à voir, et pas dans tous les pays, mais en France. On peut avoir espoir que la situation économique va peut-être évoluer vers le positif. Mais bon, là, on est vraiment sur la spéculation et on ne le sait pas encore, quoi. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a Notech en grand nom ? On aurait bien aimé y aller, mais non, cette année, on a plein de choses de prévues et on ne sera pas sur place. Voilà. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Donc voilà, en tout cas, pour le salon Vivatech. Et puis, autre chose dont on voulait parler, je vais en parler brièvement parce qu'encore une fois, on a peu d'informations ici, c'est le résultat ou les premiers impacts que l'on peut voir sur le changement de politique de Netflix avec l'empêchement du partage de comptes. Le fait de cette stratégie de Netflix de bloquer le partage de comptes entre plusieurs personnes qui ne sont pas du même foyer. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? L'analyste Antenna croit savoir que cette stratégie, a priori, fonctionne, puisque le nombre d'abonnés à Netflix serait en hausse depuis le 23 mai dernier. Alors,
On n'est pas très très clair sur qu'est-ce qui a changé depuis le 23 mai. Voilà, ils ont annoncé mettre fin à la possibilité pour un abonné de partager son identifiant, son mot de passe avec ses proches qui ne sont pas dans le même foyer. Mais bon, on n'a pas encore trop de clarté sur est-ce qu'en même temps ils ont sorti les blocages à tous les utilisateurs ou pas. Il semble que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, selon le cabinet d'analyse Antena, le nombre de nouveaux abonnés quotidiens à Netflix a doublé dans les 4 jours suivant l'annonce du 23 mai. Et même si ces chiffres ne correspondent qu'aux États-Unis, il vaut mieux quand même rester prudent. Voilà, ça a un premier signe aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe aux États-Unis se réplique dans les autres pays. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est des signes encourageants sur la campagne de communication qui a été effectuée aux États-Unis. Voilà. À savoir que du coup, ils ont pu voir la différence avec des nouveaux comptes qui sont créés à 5,99 € par mois ou 5,6, on va dire 6 € par mois, on va arrondir, tout simplement pour permettre à des proches de bénéficier de l'accès. Et en effet, ils ont observé un boom entre les 25 et 28 mai, parfois même supérieur à celui enregistré lors de la semaine ou lors du début de la pandémie Covid-19. On se rappelle, lors de la pandémie, tous les services de plateformes en ligne, de livraison à domicile, de services de streaming, etc., ont vu un boom parce qu'ils ont une ADN définitivement Internet. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a été largement adopté par les gens. Puis surtout, pour les plateformes de streaming, les gens n'avaient rien de mieux à faire, quoi. Et donc, du coup, potentiellement, le cabinet Antena tire la conclusion que finalement, la stratégie de Netflix paye. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer ou est-ce que c'était juste un pic pour les premiers qui ne voulaient absolument pas perdre leur accès? À voir. En tout cas, l'action du service de streaming est en forte hausse depuis le 23 mai, plus 18%. Mais voilà. Quand sera-t-il dans 1 ou 2 mois, quand Netflix tentera de forcer des gens qui n'ont pas envie de payer? Je pense que voilà, il va falloir faire la différence entre ceux qui sont convaincus de la valeur de Netflix et qui, dès l'annonce, ont confirmé, créé et démarré un abonnement, versus ceux qui, finalement, vont rationaliser leurs dépenses et vont se dire non, j'utilise pas assez et je ne me crée pas de compte. Voilà. Donc, voilà. Et comme je disais, rappelons que les États-Unis ne sont pas le monde et on a déjà vu en Espagne que la tendance avait provoqué. Enfin, la tendance était inverse. Cette annonce d'arrêt de partage de compte avait créé justement une diminution du nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Au Canada, là aussi, c'est plutôt positif. Là, le nombre d'abonnés a progressé. Donc, à voir peut-être pays par pays et peut-être dans la durée et dans le temps où les tendances seront plus claires à lire. Mais en tout cas, voilà. Là, on a eu quelques signaux qui étaient partagés. Est-ce que vous avez déjà pris des décisions dans la chatroom sur le partage de compte? Est-ce que vous avez arrêté ou est-ce que vous êtes abonné finalement à Netflix? Les gens s'abonnent car ils n'ont pas le choix. Les gens ont toujours le choix de regarder, d'utiliser Netflix ou pas. Que t'aimes ou pas ce choix, c'est autre chose. Mais tu as quand même le choix. Pas abonné, nous dit Wendigo. Ouais, ma décision, c'est de ne pas me réabonner. Voilà, et Chronicles, toi, t'as fait ça. Ça a coïncidé avec l'arrivée de Sky et Showtime en Espagne. Oui, ce qui a pu aussi motiver d'aller chercher l'alternative. Ouais, tout à fait. Perso, je peux encore partager mon compte, mais si je reçois un seul message qui me dit que je peux plus partager, je les boycotte. Voilà, donc ça c'est intéressant, vous voyez un petit peu les réactions et tout. Donc à voir. Là, c'était les premiers jours, et encore, ça concernait pas la France, ça concernait les États-Unis, mais ça sera intéressant à voir sur la durée. Moi, j'étais abonnée depuis 2016 et j'ai résilié ce mois-ci. Intéressant. J'ai pris un abonnement MyCanal avec tout inclus. Oui, c'est vrai que le début de l'abonnement MyCanal est assez intéressant, ouais. Ouais, voilà. Donc, les gens, au moins, réfléchissent un petit peu à ce qu'ils vont faire. Et je termine avec les 2 dernières news. Désolée, on a une petite deadline à
à 9h15 à respecter, donc c'est pour ça que j'accélère. Juste pour vous dire que on a la nouvelle CEO de Twitter qui a fait son arrivée dans les locaux ce lundi. Elle a envoyé même le premier mémo à ses employés qui s'appelle Construire et développer Twitter 2.0 ensemble, où elle fait écho justement à son supérieur Elon Musk sur l'objectif de la société de devenir une place publique globale. Voilà, c'est vraiment le motto ici de Twitter. Et qu'est-ce qu'on sait de l'organisation entre Linda Yaccarino et Elon Musk? C'est qu'en termes de responsabilité, elle va se concentrer plutôt sur la partie reconstruire et redéfinir la stratégie business publicitaire de Twitter qui s'est effondrée depuis les différentes annonces et les différentes sortie publique d'Elon Musk, tandis que Musk, lui, va se concentrer sur diriger la partie produit de Twitter et la partie développement des équipes de Twitter. Et elle gérera le reste. Donc Elon Musk se concentre sur ce qu'il préfère et Linda Yaccarino, elle prend la partie que Elon Musk a largement endommagée, c'est la confiance avec les business et le business publicitaire. Voilà, donc ça sera intéressant à voir de comment ils vont factuellement s'organiser. En tout cas, elle a eu des grandes déclarations dans ce mémo, et notamment Twitter est sur une mission de devenir la source globale et mondiale d'information la plus comment dire accurate, la plus fiable, on va dire ça, globale, et de devenir cette place publique globale de communication. C'est vraiment, vraiment leur principe. Ils sont sur le précipice de faire l'histoire et ce n'est pas une promesse vide, c'est notre réalité. Donc ici, elle essaye vraiment de créer l'engouement et la motivation, et il y a du boulot parce que c'est vrai qu'après la tonne de licenciements et de séparation, la réduction de la taille des équipes, c'est vrai que je pense que le moral doit être assez bas et surtout avec tous les articles qui sont sortis un peu publics, c'est un petit peu compliqué comme situation. Je m'attarde pas plus sur cet article parce qu'il n'y a pas plus d'informations à communiquer pour l'instant, et je voulais vous partager une campagne publicitaire. Je vous l'affiche rapidement. Ce qu'on appelle la Burger Wars, c'est les campagnes publicitaires que se lancent McDonald's et Burger King pour un petit peu se tirer la bourre sur qui est le meilleur, etc., etc. Et souvent, on en rigole. Il y a eu pas mal d'inventivité et de créativité sur ce type de Burger Wars. Et de campagne publicitaire. Et là, on a un nouvel exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est McDo qui a commencé en faisant appel à ChatGPT et en lui posant la question « What is the most iconic burger in the world ?» Donc là, les publicités sont traduites parce qu'elles elles ont été publiées au Brésil. Et là, elles sont traduites en anglais pour le but de l'article. Et donc là, soi-disant, la réponse de ChatGPT, c'est justement que le burger le plus iconique, c'est évidemment le Big Mac qui est arrivé en 67, et ils vous font toute l'histoire du Big Mac et pourquoi il est aussi iconique et de quoi il est fait. Et donc du coup, ils ont fait cette campagne. Un jour après, Burger King a répliqué avec sa propre question et son propre prompt ChatGPT qui est « Et quel est le plus gros burger, le plus grand ?» Et là, la réponse soi-disant de ChatGPT, c'est Burger King, le Whopper. Évidemment, le burger iconique ici de Burger King, c'est évidemment le Whopper. Et donc, avec, du coup, pareil, tout un texte qui décrit le burger, etc. Donc ça, c'est assez rigolo. Campagne publicitaire ultra simple, parce que comme vous le voyez, c'est vraiment un bloc de texte avec certains paragraphes mis en couleur. On a Burger King qui a rendu la taille du texte un peu plus grosse, un peu plus peut-être facile à lire, tandis que, et d'ailleurs c'est Ferré à gauche qui est un peu plus facile à lire, tandis que McDo s'est justifié avec des espaces dégueulasses entre les mots. Mais voilà, je peux pas rester plus longtemps, mais moi ça m'a fait sourire et je trouvais ça rigolo que des sociétés très
historiques comme McDo et Burger King utilisent des nouvelles technologies comme justement ces large language models pour les détourner et en faire des campagnes de publicité rigolotes. Ce n'est pas les plus créatives. Vous pouvez avoir accès à l'article pour voir d'autres exemples assez créatifs aussi de campagnes de publicité Burger Wars, mais elles m'ont fait sourire. Sur ce, je suis désolée, je suis obligée d'interrompre l'émission de manière un peu abrupte. Je ne vais pas pouvoir faire de cornfac ou quoi que ce soit. J'ai Jérôme qui me fait ça. Donc, on doit y aller. Je vais lancer un petit raid tout de suite. Et on va faire Pépipin. On aime bien, toujours, Pépipin. Ah, et puis c'est mignon. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi, pour débriefer... Oui, mardi, je vous retrouve pour débriefer de l'actualité tech. Et demain, vous retrouvez Jérôme. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à très vite.